Au cours des années 1970, l'armée de l'air décide de se lancer dans un programme d'intercepteurs lourds. Cet avion du futur sera trop coûteux pour les moyens de l'État français, mais de son étude naîtront deux projets. Le Mirage 2000, dont le développement se fera avec un financement public, et le Mirage 4000, avion biréacteur, dont l'étude sera laissée à la charge de l'avionneur Marcel Dassault. Le Mirage 4000 effectuera son premier vol en mars 1979, quasiment un an jour pour jour après le Mirage 2000, dont on connaît la suite de la carrière. Le Mirage 4000 était un appareil réellement extraordinaire. Son concept révolutionnaire et moderne ouvrait déjà la porte à la polyvalence. Hélas, il était surdimensionné pour les besoins français et beaucoup trop cher pour l'armée de l'air qui devra se contenter du Mirage 2000. Mais au moment même où l'armée de l'air se lance à fond dans le programme Mirage 2000, une autre réflexion s'engage sur un futur avion de combat tactique qui devra succéder au Jaguar et ancien Mirage à l'horizon des années 90. L'armée de l'air exprimait le besoin d'un avion de combat offrant une polyvalence élargie et équilibrée qui permettrait de remplacer 7 types d'avions à l'horizon 2000-2010. Le Jaguar, pour les missions d'attaque air-sol et la reconnaissance. Le Super Étendard, pour les missions d'attaque au sol, effectuées à partir de porte-avions. Le Crusader, pour les missions embarquées de couverture aérienne du groupe naval. Le Mirage F1, avion multirôle de bombardement et de reconnaissance. Des Mirage 2000 N et D pour les missions d'attaque de précision et d'interdiction aux moyens d'armes nucléaires ou conventionnelles. Le Mirage 2000C pour les missions de défense aérienne et de sûreté de l'espace aérien. Le Mirage 4 pour les missions nucléaires et les missions de reconnaissance. Deux de ces types d'avions devraient être embarqués à bord de porte-avions, avec toutes les implications résultant de cette capacité de projection de force. Déploiement rapide, autosuffisance en matière de support et contraintes d'espace. Des discussions concernant la définition d'un avion ultra polyvalent s'étaient ouvertes dès 1978 entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En prenant en compte les besoins énoncés par chaque pays, cet avion devra savoir tout faire. Dès 1980, alors que les négociations au niveau européen se poursuivent, Dassault propose le lancement d'un programme de démonstrateur purement national qui portera le nom d'ACX. La course ne fait que commencer, mais pour Dassault, que le programme commun aboutisse ou pas, le niveau de compétence de son bureau d'études doit être préservé. En septembre 1982, à l'occasion du salon de Farnborough, les Britanniques présentent une maquette taille réelle de leur propre démonstrateur technologique baptisé AK pour Agile Combat Aircraft. Le 12 novembre de la même année, Charles Hernu, ministre de la Défense, annonce le lancement du programme d'avions de combat expérimental ACX. La mésentente se profile à l'horizon et en 1985, les chemins vont diverger. Paris quitte alors la table des négociations. La France veut un appareil léger, capable de se poser sur des porte-avions et assez polyvalent pour remplacer à terme tous les avions de l'armée de l'air. Par ailleurs, la France disposait d'industriels jaloux de leurs compétences et qui voulaient rester maîtres du jeu et de la technologie. La France décide de développer le Rafale. Le 4 juillet 1986, Dassault fait voler le Rafale A, premier démonstrateur.
Propulsé par 2 réacteurs General Electric F404, l'avion laisse très rapidement entrevoir son potentiel. Et l'on peut déjà dire que le génie de Dassault éclatera une nouvelle fois au grand jour. Le Rafale sera un avion formidable, promis à une grande carrière. Il sera de ces avions mythiques qui resteront à jamais dans les mémoires. Dans le camp adverse, 4 pays européens s'unissent pour mettre en place le programme Eurofighter. Leurs idées s'appuyaient sur l'exemple américain, commandé en plus grand nombre pour réduire le coût. L'Espagne et l'Italie rejoignaient donc l'Allemagne et la Grande-Bretagne dans ce programme. Le pari de faire baisser les coûts grâce à la coopération échouera totalement et cette coopération se montrera souvent contre-productive. L'Eurofighter est, par exemple, le seul avion du monde dont l'aile droite et l'aile gauche ne sont pas fabriquées au même endroit. Les bureaux d'études de Dassault mirent les bouchées doubles. Des moyens informatiques extrêmement modernes et performants furent mis en œuvre pour améliorer l'avion. Celui-ci remplissait pleinement son contrat en validant 5 innovations majeures. Formule aérodynamique, utilisation généralisée de matériaux nouveaux, commande de vol électrique, poste de pilotage révolutionnaire et intégration générale des systèmes. Mais le Rafale A ne reste qu'un démonstrateur et le bureau d'études de Dassault doit encore travailler pour réduire sa taille et sa masse qui dépassent d'1 tonne le poids des avions de série qu'il préfigure. Une cellule d'essai est installée au CEAT de Toulouse. 24 heures sur 24, des vérins torturent littéralement l'avion, simulant plus de 200 vols par jour pour étudier le vieillissement des structures. Ces essais joueront un rôle essentiel dans la maîtrise de la masse de l'avion. Une fois de plus, les ingénieurs de Dassault ont fait les choses bien et vite. Et le 19 mai 1991, le Rafale noir prend l'air avec près de 3 années d'avance sur l'Eurofighter. Le Rafale C-01 va pouvoir entamer une série d'essais et déjà il présente des différences significatives avec le Rafale A. Par exemple, il est dépourvu d'aérofrein, ce qui est une première dans les avions de combat. Le pilote dispose néanmoins d'une fonction aérofrein par une commande qui entraîne automatiquement le positionnement des plans canards à piquer tout en braquant les ailerons, de façon différentielle. Les ingénieurs ont fait là l'économie de la masse et d'une installation hydraulique spécifique. Les essais en vol vont continuer et la traque aux sophistications inutiles est ouverte. Les solutions les plus simples sont retenues car synonymes de l'allègement de l'avion et réduction des coûts d'acquisition et d'entretien. Les premiers vols se passent sans histoire et l'avion est immédiatement utilisé pour expérimenter le domaine de vol, tester l'interface pilote-avion et surtout valider l'emploi des réacteurs M88. Les capteurs embarqués dans l'avion transmettent en direct, en salle d'écoute, les données qu'ils enregistrent. Les ingénieurs de vol reçoivent et analysent les flux de données ainsi transmis. Le pilote peut ainsi dialoguer avec les ingénieurs et effectuer des opérations spécifiques à la demande. Le M88, développé par Snecma, est un moteur hautement modulaire afin de réduire son entretien. Il bénéficie également des dernières avancées pour réduire la signature magnétique et infrarouge.
Avec une puissance de 50 kN plein gaz sec et 75 kN avec la réchauffe, il offre un rapport poids-poussée élevé. Comparé à l'Atar 9K qui offre la même puissance, il est plus court de moitié et plus léger de 45%. La compacité du M88 n'est pas sans intérêt. Elle permet de réduire la taille du Rafale de série par rapport au démonstrateur. La cellule sera plus fine, les entrées d'air plus étroites, donnant à l'avion une silhouette plus compacte et surtout moins de traînées, améliorant ainsi les performances en vol. Au-delà de ses qualités, le M88 est un moteur très économe. Le Rafale C01 effectue sans aucun problème, en configuration lisse, des vols de près de 2h30. Lors de son entrée en service, le M88 doit être déposé et vérifié toutes les 150 heures. En janvier 2001, ce chiffre passera à 500 heures, représentant environ 2 ans d'utilisation opérationnelle. Avec l'étape 4, on passera à plus de 800 heures et à la fin 2005, tous les M88 bénéficieront d'un rétrofit en version E4. Fort de ce résultat spectaculaire, Snecma continue le développement du M88 qui devra donner dans l'avenir toute une famille de moteurs pour avions de combat. L'appareil prend part aux essais d'armement avec les essais de séparation des missiles. Le logiciel CATIA, véritable bijou, permet dans un premier temps de vérifier l'exactitude des calculs en effectuant des simulations qui feront gagner une nouvelle fois un temps précieux. Des essais en vol compléteront ces études et permettront d'optimiser l'emploi des différents armements lorsque l'avion sera opérationnel. Ok, merci. Tu as le check directement en bas. Ouais, ça marche. Directement en bas, tu dis, oui, en haut de la 7e. Face aux besoins de l'aéronavale en matière de remplacement de sa flotte de super-étendards, la Marine nationale envisage un temps de faire l'acquisition de F-18 pour quelque temps. Dassault imposera le Rafale à l'issue d'un nouveau bras de fer, car le danger de voir des avions américains de longues années sur les ponts d'envol des porte-avions français pesait trop lourdement sur l'industrie aéronautique nationale. Après une période de tension, qui n'aura que pour effet de retarder une nouvelle fois son développement, le prototype M01 effectue ses premiers vols et ceci rassure immédiatement. Le Rafale Marine sera un bon avion. Définitivement, on peut dire que le bureau d'études de Dassault fait les choses bien. En effet, les ingénieurs ont abordé le problème dans le bon sens, en partant sur la base d'un Rafale Marine qui sera allégé plus tard pour être en adéquation avec les besoins de l'armée de l'air. Les essais, qui ont commencé en décembre 1991, vont se poursuivre jusqu'en février 1993. Le M01 va effectuer plusieurs campagnes embarquées et même subir une série de catapultages sur une installation terrestre aux États-Unis. De retour de cette campagne, au cours de laquelle il effectuera plus de 24 vols en configuration lisse sans aucun problème, le M01 se posera pour la première fois sur le Foch, piloté pour ce grand événement par Yves Kerhervé. Le catapultage aura lieu le lendemain et sera suivi par une série de 9 catapultages et appontages. Avec 2 avions disponibles, le développement s'accélère et des essais peuvent avoir lieu simultanément en France et aux États-Unis. En 1994, le démonstrateur effectuera son dernier vol en compagnie de 4 autres prototypes. Le programme se déroule normalement et Serge Dassault ne cache pas sa satisfaction de montrer que c'était le bon choix. Nous avons voulu démontrer que le programme Rafale se déroule parfaitement, conformément aux prévisions, et que nos 5 prototypes sont en état de vol. Nous avons aussi fait voler le premier démonstrateur
dont aujourd'hui c'est le dernier vol, puisqu'il a terminé, si je puis dire, sa carrière de mise au point et d'essai, nos 2 Rafales marines et nos 2 Rafales air dans le biplace. Donc ces 5 avions sont parfaitement au point et le programme se déroule parfaitement conformément aux prévisions. Nous tenons les délais et nous tenons les performances. Il aura un énorme succès à l'étranger, d'autant plus que dans les années 2000, nous pensons, tel que l'on peut prévoir aujourd'hui, que la concurrence américaine, qui est très forte aujourd'hui, le sera beaucoup moins, étant donné que nous ne voyons aucun concurrent à l'horizon de programme et de notre avion Rafale.